J'ai été tombé sur des vidéos, notamment des vidéos de Cécile, de formation et de présentation d'Optitex. Il y avait, je me souviens, une vidéo qui faisait 4 heures, par exemple, qui était une grosse formation de présentation d'Optitex. Je ne sais plus justement sur quelle plateforme. Ça te parle ou pas, ce type de vidéo? Non. Non, du tout. Thibaut, tu les auras pas. Mais je te dis, c'était en me connectant sur un. Je ne sais plus si c'était sur ton profil ou peut-être. Enfin, j'ai l'impression que c'était sur un profil de Bernard, sur un drive, un truc comme ça. J'avais ces vidéos-là. Enfin voilà. Et j'aurais bien aimé les récupérer. Non, on les a, nous. Bernard Ouais, ne peut pas les avoir, c'est des formations de clients. ouais, c'est des formations fiscalisées. Donc, on va te les donner dans 8-10 jours, ça dépend du retour de Cécile. Ok. Sois patiente. Ok. Et normalement, tu peux suivre toutes les formations qu'on fait. Hier, on a fait une formation sur Aldi. Dès que tu vois l'emploi du temps de quelqu'un et que tu es libre et que tu veux être formé sur un truc opérationnel, et justement, en parlant de trucs opérationnels, Bernard, Oui. tu peux faire une partie théorique et après on fait une partie un peu pratique sur un client commun qu'on aurait, que je te montrerai. Je peux pas trop. On n'est pas censé partager les données, hein, Henri. D'accord. Les Non, données mais clients, que je te ce sont montre. des données clients. Ouais. Et Non, mais que je ça, montre à Thibaut et à Naël et Frédéric de l'opérationnel pur, quoi, puisqu'on va en bouffer pendant un mois. oui, ça, j'entends Henri, mais comme je te le disais, Cégide est très rigoureux Mais là, sur tu es la en sécurité. formation, c'est pas grave. Ce que je te dis simplement, c'est qu'on a un coup de fouet à donner pendant 2 mois pour rendre tout le monde opérationnel. Il est évident que tu dois normalement pas partager les données. En revanche, là, je peux te montrer un cas pratique. Et ton expérience et la mienne peuvent aider Frédéric, et Clément et Naël à- voilà. Maintenant, je te rappelle que dans 2 ou 3 ou 6 mois, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, on sera peut-être les seules boîtes de secours d'Optitax. Donc, c'est pas con de donner un petit coup de fouet tant que tu es là et que tu es beaucoup plus disponible avant qu'on te mette sur un autre dossier, quoi. Donc, je te présenterai le dossier, puis fais le théorique déjà, c'est pas mal. Et puis après, je te montre le dossier si on a le temps et on en discute. Ok. Alors, je partage mon écran, en principe. Je suis sur 2023. J'ai rien sur ma base de données en 2024. On n'a même pas encore testé enfin, on n'a pas fait sur une base qui serait en prod d'intégration de données réelles. Donc, la déclaration des loyers, c'est une déclaration qui est obligatoire. Et j'insiste sur le mot obligatoire pour la bonne et simple raison que l'administration se plaint tous les ans. Tu peux couper le micro, Henri? Ah, je coupe? Oui, il y a toujours de l'écho. D'accord. Merde. Donc, tous les ans, le nombre de déclarations des loyers qui arrivent à l'administration diminue. Et donc, tous les ans, l'administration communique aux éditeurs, fait elle-même des communications de son côté pour réexpliquer que c'est une déclaration obligatoire et que potentiellement, sans l'envoi de la déclaration, il y a une amende qui est par invariant en plus, c'est même pas pour la déclaration, c'est par invariant. Bon, elle l'applique pas, hein, mais C'est n'empêche 150 que, euros, c'est ça? ouais, exactement. Elle est plafonnée aussi, parce qu'il y a des entreprises qui ont des 30 000, 40 000 invariants. Donc, si on oublie de le faire, le montant serait hallucinant. Donc, il y a une amende. Donc, il faut penser à faire la déclaration. Ensuite, c'est une déclaration qui est à cheval sur plusieurs années également. On est en 2024 maintenant. On va faire une déclaration des loyers 2024. Donc, ce sont les loyers 2024 que l'on doit envoyer. La déclaration, elle commence,
La campagne commence au 1er janvier de l'année. Elle se termine, en théorie, le 18 mai pour les entreprises dont l'exercice est un exercice standard. Les entreprises qui ont un exercice décalé, dans l'absolu, elles ont toute l'année pour faire leur déclaration des loyers en fonction de leur date d'exercice. Donc, on doit déclarer les loyers de l'année en cours. Ce n'est pas toujours facile. L'idéal étant donc de projeter ces loyers. Ça demande aux clients de faire un peu de calcul et des fois, voilà, de réfléchir un petit peu. Ce n'est pas une déclaration qu'on peut remplir forcément de manière très simple. Ou alors, dans le pire des cas, reprendre les loyers de l'année dernière. Mais c'est voilà, on doit déclarer normalement le loyer de 2024. Il y a une tolérance pour prendre 2023 si besoin. Donc, je vais dans le module déclaration des loyers. Je suis dans une année en cours, je vais dans l'année en cours. Pour l'exemple, j'ai pris 2023 parce que je n'ai pas de données en 2024, mais je serai en 2024, je prendrai 2024. Ici, comme souvent, j'ai tout d'abord un tableau avec la liste de mes sociétés. Ce sont des sociétés qui ont été taguées dans le parc immobilier. Comme des sociétés propriétaires, locataires, j'ai dit une bêtise, ce sont des sociétés qui sont exploitantes de leurs locaux et pas des sociétés propriétaires, contrairement à la taxe foncière ou à la taxe sur les bureaux, taxe sur les bureaux comme on a vu la semaine dernière. Donc ce sont des sociétés plutôt exploitantes que l'on voit ici. Et donc, je vais dans la fiche société. J'ai propriétaire exploitante. C'est important de le savoir. Et si je suis que propriétaire, normalement, je ne peux pas l'avoir. Donc, propriétaire exploitante. Et dans les modules, je dois avoir déclaration des loyers. Je n'ai pas pris un bon exemple, celle-là, elle n'est pas cochée. Mais il faut effectivement être déclaration des loyers pour l'avoir dans… non, je n'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. Je vais regarder, par exemple, en attente de validation, déclaration des loyers 1, parc immobilier. Marrant ça. J'ai pris Ah, c'était le code. D'accord, non, c'était ça. Je me suis trompé entre le code et le nom. OK. Donc, ma société, elle doit être exploitante et elle doit avoir le module déclaration des loyers qui est coché. Une fois qu'elle a ses paramètres qui sont réalisés, je la vois donc dans mon tableau. Dans ce tableau, j'ai une petite fiche action qui me permet de compléter. Pourquoi? Parce que quand je vais arriver ici, je peux avoir, dans mon statut, je vais avoir ici des indicateurs pour préciser si je peux envoyer ma déclaration. Est-ce que la demande a été effectuée? Est-ce que je peux envoyer la déclaration? Là, c'est la demande donc, des locaux. Est-ce que je peux faire ma demande est-ce que je peux déclarer mes loyers et savoir si j'ai des erreurs? Donc, la campagne, elle se divise en plusieurs étapes qu'on a essayé de matérialiser en haut avec des onglets différents. La première étape, celle qui peut se faire dès le 1er janvier de l'année, c'est d'effectuer la demande des locaux que j'exploite, moi, en tant que société, auprès de l'administration.
en utilisant ce qu'on appelle la procédure EDI requête. C'est la seule déclaration qui utilise cette méthode, cette procédure de déclaration EDI requête. Requête parce qu'on envoie à l'administration une requête, on envoie un fichier EDI dans un format requête spécial, en donnant des informations sur la société. La base, le serveur de l'administration reçoit cette requête. À partir de cette requête, à partir de cette information, il effectue donc sa requête dans la base de données. Il va extraire tous les établissements, tous les locaux qui possèdent en tant qu'exploitant le SIRAN de la société. Il va les mettre dans un fichier. Et là, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'administration donc, qui va renvoyer les locaux aux contribuables. Donc ça peut, en principe, une fois que j'ai fait mon dépôt de la requête, il faut compter quelques heures, 2, 3, 4, 5 heures, voilà. Et le fichier retour avec les locaux, le détail des locaux, arrive dans OptiTax. Ça, c'est l'étape 2. Et cette étape 2, on a juste, la date butoir, c'est le 18 mai. Et au 18 mai, il faut absolument qu'on ait renseigné pour chacun des locaux qui nous a été fournis par l'administration 2 choses, le mode d'occupation et le montant du loyer. Et une fois qu'on a fait ça, au 18 mai, on doit, avant le 18 mai, on va dire, au plus tard, on doit utiliser une nouvelle procédure EDI pour télétransmettre, cette fois en EDI classique, TDFC, à l'administration, ce qu'on appelle la déclaration des loyers, parce que c'est uniquement ça la déclaration des loyers. On appelle décloyer la campagne totale, mais vous voyez bien qu'elle se déroule en 3 grandes étapes. Je fais une requête, je reçois un fichier que je complète, et enfin, je télétransmets ma déclaration des loyers. Donc là, on est dans la première étape. On a la liste des sociétés qui sont concernées. Donc, il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, le fait que ces sociétés soient des sociétés exploitantes de locaux, qu'elles aient le module déclaration des loyers coché. Ensuite, je vais avoir ici des contrôles qui sont réalisés pour pouvoir informer l'utilisateur que la déclaration, la requête peut être envoyée parce que on nous a demandé d'être plus rigoureux, l'administration nous a demandé d'être plus rigoureux pour éviter de générer des fichiers, on les envoie sur les portails EDI et qu'ils soient rejetés par l'administration. Donc, ça fait un peu d'argent, un peu de manipulation par les utilisateurs et ça génère un nombre de rejets bon an mal an qui est important et l'administration n'aime pas ça, le portail Etafi n'aime pas ça, personne n'aime ça d'avoir un taux de rejet important, même si ces rejets sont pour des bonnes causes. Ça reste des indicateurs négatifs. Donc, l'idée, c'est de rejeter dès le début, dès la solution qui va émettre la requête, le fichier en disant « Ah non, vous n'avez pas répondu à telle obligation, vous n'avez pas correctement renseigné telle information, donc ça sera rejeté, donc on le fait tout de suite. » Donc là, typiquement, on a 2 erreurs. La fin d'exercice qui est non renseignée, début d'exercice qui est non renseigné. Donc pour cela, je vous ai présenté tout à l'heure rapidement le petit crayon. Là, on a les informations principales nécessaires à la déclaration des loyers. Ça vient en principe du parc immobilier. Dans le parc immobilier, on a ces informations. L'identification de la société, les dates d'exercice, l'adresse de la société. Donc, on a tout ça. Mais si jamais, pour une raison X ou Y, on n'a pas renseigné ces éléments parce que c'est la première fois qu'on fait de la déclaration des loyers, qu'on est un petit peu perdu, qu'on déploie un client et évidemment, il y a énormément de choses à mettre dans OptiTax et dans le parc immobilier. Si jamais on oublie des éléments, eh bien l'outil va bien stipuler les raisons pour lesquelles on ne peut pas accéder. Donc, je n'ai pas, tant que j'ai des erreurs, je n'ai pas accès à cette icône, flux EDI requête, qui permettent de générer la demande. Voilà. Donc, si j'ai des erreurs ou que là, en l'occurrence, non, c'est la forme juridique, là, c'est à effectuer, là, ça a déjà été fait, on a été au bout de la démarche, donc on a une icône un petit peu différente. Mais sinon, tant que je n'ai pas les éléments nécessaires pour effectuer la requête,
je n'ai pas accès à cette icône. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2 erreurs, c'est les dates. Donc, effectivement, ce n'est pas renseigné. On précise aussi la subtilité, hein, c'est que comme je suis en 2023, la date d'exercice, on la donne au client parce que, pour pas qu'il se trompe, on donne l'information. Et comme on ne peut pas savoir si le client a un exercice décalé ou pas, on le met ici dans l'intitulé de la phrase, dans l'explication, mais c'est quand même au client de le saisir. Donc, 01. Bernard, je me permets de t'interrompre si tu me le permets. Oui. Est-ce que il y a le préalable des droits sur Étafie, tu vas l'aborder ou Je l'aborderai après, ouais. J'imagine que tout le monde. Ok, merci. Au moment de la déclaration. Donc maintenant que j'ai renseigné les exercices, alors en plus on a précisé ici dans l'intitulé, vous voyez, il y a obligatoire. Donc ça, complément NIC, c'est pas obligatoire. Obligatoire, 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 obligatoire. Les champs obligatoires sont indiqués. Donc il faut absolument, effectivement, qu'ils soient renseignés correctement. Et voilà. Donc ma demande des locaux est à effectuer. Donc je n'ai plus de message d'erreur. Mes informations ont correctement été renseignées. Et donc l'icône apparaît, voilà, pour pouvoir faire la demande, envoyer la demande. Ici, je vais préciser. Alors, on n'a qu'une société concernée, mais je vais quand même le préciser. Entre crochets, ici, on a un G. Ça veut dire que cette société-là est considérée comme une société avec une grosse volumétrie. Il n'y a qu'un seul client qui est concerné actuellement sur la base OptiTax, c'est Orange. Ils ont plus de 20 000 locaux. Et dans ce cas-là, pour ne pas bloquer les serveurs de l'administration, on est obligé d'envoyer le fichier en le décomposant. On ne peut pas l'envoyer brutalement, totalement. Il y a trop ça fait planter les serveurs. Donc, il faut le savoir par anticipation. Alors, du coup, quand on est une société à forte volumétrie, c'est plus de 9 999 locaux. Puisque le fichier d'origine, c'est jusqu'à cette borne-là. Dès qu'on dépasse cette borne-là, on fait des annexes et c'est là où on passe en société à grosse volumétrie et c'est un paramétrage du parc immobilier. Une fois, un client pour le moment, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais ça peut arriver. Du coup, j'ai ma demande, j'ai donc mon statut, cette fois qui me dit, je suis dans le cas où je peux faire une demande des locaux, je peux l'effectuer. Pour cela, je vais ici sur l'icône et je vais pouvoir cliquer pour générer cette demande. Et donc, c'est là où je vais aborder la relation avec le portail. La solution OptiTax n'est pas une solution portail. C'est juste une solution fiscale qui génère un fichier au format attendu par un portail de télétransmission, un portail EDI, mais on n'est absolument pas portail. Donc, depuis cette année, pour cette campagne-là, la première fois qu'on sera uniquement associé au portail Cegid Étafie. Donc, les déclarations ne passent que par un portail développé par Cegid et on est en mode passeport. Alors, je vais revenir je vais expliciter du coup. Jusqu'à présent, les utilisateurs d'OptiTax, quand ils faisaient une déclaration, donc ils cliquaient sur l'icône. Donc, et là, ils avaient simplement, alors évidemment, si j'avais des. Il faut donc, sur le portail Étafie, il faut donc avoir les droits. Ce qui n'est pas le cas.
non seulement pour cette base, mais pour moi, etc. Mais là, normalement, on a une fenêtre qui s'ouvre. On avait une fenêtre qui s'ouvrait pour demander les identifiants ETAFI. Mais chez Cegid, ils ont décidé, pour en principe faciliter les échanges pour les utilisateurs, de mettre une couche au-dessus des différentes applications et différentes solutions qu'ils ont développées, c'est Cegid Life. En principe, vous connaissez Cegid Life parce que pour vous connecter à OptiTax, vous devez avoir un compte Cegid Life avec un abonnement OptiTax. Eh bien là, c'est la même chose. Le client doit avoir un compte Cegid Life et sur ce compte Cegid Life, il doit être abonné au portail ETAFI. S'il est abonné au portail ETAFI, il a donc un compte ETAFI qui va bien, ça lui permettra d'avoir accès. S'il ne l'a pas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et en plus de ça, comme on est dans une période un peu de transition, un client qui aujourd'hui aurait un compte sur ETAFI, un compte vraiment créé de toutes pièces par ETAFI, c'est ce que la solution ETAFI permettait, comme le permettait OptiTax il y a 2-3 ans. On pouvait créer un compte utilisateur directement via l'application. Eh bien, ça ne fonctionnera plus non plus. Il faut vraiment que l'utilisateur final, quand il va faire sa déclaration, il ait un compte sur Cegid Life et ce compte sur Cegid Life doit avoir un abonnement OptiTax, donc doit s'abonner au service. Dans la terminologie cegidienne, c'est ça. Il doit s'abonner au service OptiTax et il doit s'abonner au service Cegid Life, Cegid ETAFI. Une fois qu'il est sur OptiTax, il paramètre son compte. Je suis administrateur, utilisateur, etc. Une fois qu'il est sur le portail ETAFI, il doit donner aussi accès, il doit paramétrer son compte, puisque sur ETAFI, on a des droits sur les sirènes. C'est une déclaration au niveau société. Comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est directement au niveau de la société qu'on fait des déclarations. Et ETAFI gère les sociétés. Par contre, il faut définir dans ETAFI quelle société je peux gérer avec mon compte. C'est un peu le bug qu'a rencontré Abel la semaine dernière pour Groupe Salin, où il a pu faire un certain nombre de demandes pour le groupe, qui a plusieurs sociétés, et il y a une société qui ne passe pas. Je suis persuadé que c'est parce que sur ETAFI, le compte n'a pas été paramétré pour avoir les droits sur ce code SIRAN. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'ancienne procédure. Je clique sur le triangle, j'ai une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre demandait les identifiants du portail ETAFI. Une fois que je les avais renseignés, ils étaient sauvegardés dans OptiTax et on pouvait faire les télétransmissions. Aujourd'hui, on passe par ETAFI et le mode donc passeport. Le mode passeport, c'est l'identifiant unique. Je m'identifie avec mon adresse mail et mon mot de passe. Et une seule fois, au moment où je me connecte au Cegid Life, parce que si je vais sur OptiTax et que je m'identifie, de toute façon, OptiTax va se connecter à Cegid Life, vérifier que les identifiants qui ont été saisis sur la page d'accueil d'OptiTax correspondent à ce qu'il y a dans Cegid Life. Et à partir du moment où je suis reconnu, je vais automatiquement avoir à ma disposition la connexion à tous les services auxquels je suis abonné. Donc, quand je vais cliquer maintenant sur le triangle pour envoyer le petit avion en papier, eh bien, je n'aurai plus de demande d'identifiant. Je suis déjà connecté à OptiTax. Eh bien, ça ira directement en… Comment dire c'est un service… j'ai oublié l'expression, tiens. Un service Internet, c'est dématérialisé, c'est-à-dire que la déclaration, elle est générée, le fichier généré par OptiTax en arrière-plan, elle est poussée sur le portail ETAFI. Le client ne bascule pas sur le portail ETAFI, il reste toujours sur OptiTax
Et une fois que la déclaration, la requête est arrivée sur le portail Etafi va la télétransmettre. Et c'est pour ça qu'on a ici un bouton qui s'appelle Actualiser les flux. Et cette fonctionnalité permet à l'utilisateur, sans quitter OptiTax, sans jamais aller sur le portail Etafi, de pouvoir visualiser si la déclaration elle a bien été télétransmise à l'administration ou s'il y a eu un rejet quelconque au-delà des contrôles que nous, on peut effectuer. Donc, il y a un plus par rapport à l'ancienne méthode Etafi ou par rapport à l'ancienne méthode ASP1, où on est dans une solution complètement automatisée. Il n'y a plus de fichiers à générer, à télécharger, à les déposer sur un autre service, il n'y a rien. Non, non, tout se fait en arrière-plan pour le client, c'est limpide. Par contre, effectivement, comme cette année, on a mis en place la connexion passeport, il va y avoir très certainement des utilisateurs qui ne sont pas tout à fait prêts, quand bien même j'ai fait l'année dernière une web assistance pour expliquer les incidences de la mise en place de la connexion passeport. Donc, j'ai envoyé ma déclaration, elle est partie. Excuse-moi Bernard, j'ai une question. Oui. Oui, tu m'entends? C'est juste, quand tu dis ça actualise si par exemple il y a un rejet de la déclaration, on voit dans OptiTax pourquoi ça a été rejeté, ou alors il faut aller dans Etafi pour savoir. Non, le message d'erreur est indiqué dans OptiTax. On a l'explication. Super, merci. J'en ai pas. Voilà. Alors, dans le menu Burger, si je reviens, donc je peux actualiser les flux. Ça va ici me changer le statut. Là, je suis en attente de la validation. Donc, ça veut dire que j'attends que l'administration valide. Si j'actualise les flux, je vais dans le menu Burger. Dans le menu Burger, j'ai une fonction flux EDI. Et là, j'ai la liste de tous les flux. Les flux qui sont en attente, donc c'est le premier onglet. Je vais avoir ici donc les informations donc, concernant la société, mais des informations qui permettent d'identifier mon flux. Il y a un code qui est généré. J'ai une date, l'utilisateur qui a généré, le type de flux et la ROF. Donc ça, on sait qu'ils sont en attente. J'ai les rejets terminés. J'ai les flux EDI qui seraient terminés. Donc là, c'est pour la piste de NIT pour savoir effectivement où j'en suis. Et puis, j'ai ceux qui sont en échec, qui apparaissent avec le détail qui nous donne l'information pourquoi ça a été rejeté. Donc là, j'ai une vision globale. C'est tous les flux pour le module déclaration des loyers. Et à chaque fois que l'utilisateur va émettre des flux, il aura des flux en attente, des flux terminés et potentiellement des flux en échec. Une fois que j'ai envoyé ma requête, donc le portail Etafi va la transmettre à l'administration. L'administration va effectuer la requête sur son serveur, générer un fichier avec la liste des locaux qui correspondent à la société pour ce SIRAN. Une fois que c'est fait, elle le renvoie via le portail Etafi. En actualisant les flux, le portail Etafi va redescendre ce fichier. Donc, je vais passer en étape 2. En étape 2, ce sont les sociétés qui sont en attente de la réponse de l'administration. Donc là, j'en ai pas actuellement, mais je peux avoir une liste entre le moment où j'ai envoyé ma requête et le moment où je vais faire ma déclaration des loyers. Il y a une phase d'attente. Donc, les sociétés pour lesquelles je vais avoir fait la déclaration des loyers, elles vont quitter ce SAS. Elles vont arriver ici. Et là, je vais avoir les sociétés qui attendent le fichier retour, le fichier réponse. Donc, en actualisant les flux, s'il y a une réponse qui arrive de la part de l'administration, que évidemment Etafi retrouve la société dans l'étape 2, il va redescendre les informations et je vais passer en étape 3. Il n'y a plus d'importation non plus. À une époque, il fallait récupérer le fichier quand c'était sur SP1 et le fichier, il fallait l'importer dans OptiTax. Là, c'est transparent.
le fichier, on connaît le formalisme de ce fichier, et donc on a automatisé l'import dans le module déclaration des loyers. Donc typiquement, je vais retrouver ma société, déclaration des loyers 1, qui est ici, et cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure, les informations relatives à la société m'intéressent peu. Ce qui va m'intéresser, c'est les invariants qui sont transmis, et ces invariants, je vais les retrouver dans le tableau par deux visions différentes. La vision ROF CFE, donc c'est la vision CFE, il y a un regroupement d'invariants par la référence d'obligation fiscale. ROF, référence d'obligation fiscale. Donc l'administration, comme elle dématérialise de plus en plus et la fiscalité, elle met pour chaque impôt une ROF. Une ROF, c'est un code. Donc pour la CVAE, quand on fait de la déclaration de CVAE, c'est de l'EDI aussi, c'est dématérialisé, eh bien, chaque société a une ROF pour faire sa déclaration. La ROF, c'est CVAE et derrière un chiffre, une itération. Donc, dans la très grande majorité, c'est 1. Si la société elle change de nom, de code SIRET, voilà, une modification administrative, eh bien, ça s'incrémente. Eh bien, pour la CFE, c'est la même chose. Chaque établissement, chaque code SIRET, donc voilà, chaque code SIRET reçoit une référence d'obligation fiscale que l'on retrouve sur le rôle de CFE. Je vais regarder, peut-être que j'ai un rôle sous la main, on ne sait jamais, ça serait intéressant peut-être de vous présenter ça. Donc sur le rôle de CFE, on retrouve cette information de ROF CFE. Donc ça s'appelle ROF CFE, puisque c'est la CFE, plus derrière un chiffre ou un nombre, puisque là on peut avoir beaucoup de ROF. Donc ça commence à 1 jusqu'à N en fonction du nombre d'établissements. Une ROF, une fois qu'elle a été un établissement qui est fermé, bah, la ROF disparaît. J'ouvre un établissement, bah, j'incrémente d'un, le dernier, et ainsi de suite. Alors, mise à jour 2023, CFE. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas là. Peut-être précédemment. Voilà. Donc là, c'est à titre d'exemple, hein, j'ai un rôle dans. Alors ça, c'est pas bien, c'est pareil. Hein, je vous montre un vrai rôle, je ne l'ai pas anonymisé, je ne devrais pas trop. Mais on trouve bien numéro d'obligation, pardon, ROF CFE 192. Donc toutes les taxes actuellement, ou presque, s'il y en a qui ne sont pas encore complètement dématérialisées, au regard de l'administration, elles ont une référence d'obligation, obligation fiscale, qui comporte le nom de la taxe, CVAE, CFE, TSB quand c'est la taxe sur les bureaux, etc., avec un nombre derrière. Et là, en l'occurrence, pour la CFE, comme c'est l'établissement, c'est donc le SIRET qui est le plus important, eh bien, c'est le SIRET que l'on compte. Sur certaines taxes, on compte autre chose, mais là, c'est le SIRET. Donc, voilà. Donc, j'ai une vision ROF CFE et j'ai une vision locaux. La version ROF CFE, c'est un regroupement par ROF. Donc là, j'ai la ROF CFE1, CFE2, CFE3. La première ROF, j'ai qu'un seul invariant. Donc, quand je clique sur le détail, donc j'ai un compteur qui me dit combien j'ai d'invariants. Si je clique sur le détail, eh bien, j'ai un invariant qui est rattaché à cette ROF. Si je vais sur le troisième, eh bien, j'ai 3 invariants. Je trouve bien mes 3 invariants qui sont référencés pour la ROF CFE3. Donc, cette vision-là, elle a le mérite de présenter à l'utilisateur une vision qui peut-être lui permettre de mieux comprendre la structure fiscale de son établissement. J'ai un établissement pour lequel je paye une CFE. Ok, ça, généralement, c'est connu, c'est maîtrisé. Par contre, cet établissement, il est décomposé en réalité de 1 à N invariants.
Et donc, j'ai l'information ici. On peut ne pas avoir l'information en tant qu'exploitant. On peut ne pas avoir cette vision, ne pas être informé de ce découpage. Et ce qui est génial, c'est comme on a la ROF, eh bien, on va par la suite, je vais vous parler d'une autre fonctionnalité qui existe dans OptiTax, qui n'est pas obligatoire dans le cadre de la déclaration des loyers, mais qui permet justement de récupérer de l'information pour suivre et analyser la taxation. Eh bien, on a une fonction matchage qui nous permet de rapprocher les locaux aux établissements. Donc, on avait une fonction avant qu'ils mettent les ROF qui était très manuelle. Il fallait savoir quel établissement, alors par les adresses, par des informations cadastrales, etc. Il fallait donc pouvoir faire ce matchage. Avec cette ROF, on a gagné énormément en simplicité parce qu'il suffit, on a dans la CFE les ROF, on a dans la déclaration des loyers les ROF, donc on a un pivot et ça nous permet de faire des liens très très rapides, de rattacher les locaux d'un établissement à son bon établissement. Donc là, on a une vision par ROF CFE. Donc ça veut dire qu'on visualise finalement les établissements et de ces établissements, on peut renseigner si on veut le mode d'occupation et le montant du loyer. Voilà. Et on a une autre vision qui est la vision détaillée par locaux, où là, j'ai toujours la notion de ROF, mais il n'y a pas de regroupement. J'ai vraiment la totalité des invariants, donc ils sont 6. Voici les 6. Nous avons fait le choix sur OptiTax de présenter l'intégralité du fichier retour de l'administration, qui est un plus par rapport aux solutions Cegid. Sur le portail TAFI, on peut retrouver, je crois, la totalité, mais quand les clients utilisent les autres solutions Cegid pour faire la déclaration des loyers, et il y en a, donc on est concurrent en interne, eh bien, ils n'héritent pas de toutes ces informations. Donc, le seul objectif des solutions Cegid actuellement, les pures Cegid, c'est de répondre à l'obligation déclarative. Avec OptiTax, on a souhaité exploiter, nous, les données transmises par l'administration pour faire du contrôle d'imposition, donner de l'information à l'utilisateur sur son parc immobilier et savoir ce qu'il en était, ce que possédait l'administration dans ses bases de données pour pouvoir contrôler. Voilà. C'est toujours mieux d'avoir plus d'informations. Donc, on détaille le code de l'invariant, sa ROF, le numéro de l'adresse, la ville, l'occupation. L'occupation, c'est une information que fournit l'administration qui n'est pas claire souvent pour les utilisateurs. Un invariant peut être occupé totalement, donc l'occupation c'est ou totale ou partielle. Total, c'est-à-dire moi, Bernard Guillou, j'ai ma société, elle a un établissement à Évry. Cet établissement, donc un SIRET, il est plus ou moins grand et il est composé de plus ou moins, donc comme il est plus ou moins grand, il est composé peut-être de plus ou moins de locaux. Ces locaux, est-ce que je les utilise? Est-ce que je les exploite moi tout seul? Auquel cas, donc j'ai un établissement, on va considérer un cas simple, un local, un invariant, et j'exploite la totalité de cet invariant, donc je suis occupation totale. Par contre, si dans l'établissement que j'exploite, j'ai donc un invariant, mais cet invariant, j'en loue une partie à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, l'autre personne est également redevable de la CFE sur le même invariant, et donc je suis en occupation partielle. Et ça a une importance parce que du coup, quand je suis en partiel, ça complexifie la déclaration des loyers, le bon remplissage de la déclaration des loyers. Donc, on fournit une information à l'administration, mais cette information, c'est que l'information qui nous concerne, qui me concerne moi. Donc, je vais donner le montant de mon loyer, je vais mettre le mode d'occupation, et donc la deuxième société qui exploite le même invariant doit faire la même chose. Et derrière, c'est l'administration qui va faire un calcul pour déterminer
la bonne revalorisation derrière, puisque je rappelle qu'au bout de la déclaration, il n'y a pas d'imposition. Cette déclaration est une annexe de la taxe foncière. Cette déclaration, c'est la première version dans le cadre de la réforme des valeurs locatives foncières qui permet donc de revaloriser chaque année en fonction du marché locatif la taxe foncière pour qu'il y ait une remise à jour, enfin qu'il y ait une revalorisation annuelle et non plus qu'on fasse référence à une année fixe, etc. Donc, c'était l'un des objectifs de cette réforme des valeurs locatives professionnelles, c'était de dire on est obligé de revenir en 1970, qui est une année de référence, auquel on rajoute des coefficients, etc., etc. C'est compliqué, c'est l'administration qui les calcule, voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire on ne fait plus tout ça, on a une base qui a été calculée et qui est revalorisée, enfin les grilles tarifaires sont revalorisées par l'intermédiaire de la déclaration des loyers, dont le besoin de l'administration d'avoir un maximum de déclarations des loyers en leur possession, ce qui leur permettra de revaloriser correctement toute l'arborescence qu'ils ont créée, les secteurs et les 40 activités, les 40 catégories qu'ils ont créées. Elles ont chacune un tarif par secteur et donc tout ça doit être revalorisé une fois par an et la revalorisation elle est faite via la déclaration des loyers. Et d'ailleurs, d'ici peu, il y aura une déclaration des loyers pour la taxe foncière habitation, puisque là aussi, il y a une réforme en cours qui va être aboutie en 2026 de mémoire, et donc il va bien falloir déclarer également les loyers pour la taxe foncière habitation. A priori, ça n'utilisera pas cette version-là via EDI requête et compagnie, mais il y aura une déclaration qui aura la même finalité. Excuse-moi, Bernard. Oui. Oui, c'est justement sur ce point-là. Le nouveau fichier Gérer mes biens immobiliers où tu as tous les éléments, il ne va pas remplacer la déclaration des loyers? Ou alors c'est juste pour les loyers d'habitation? C'est la question. Je n'ai pas cette information-là. La dernière fois qu'on a échangé avec François Rollo, il n'a pas dit que le fichier Gérer mes biens immobiliers remplacerait. Alors déjà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes destinataires. Gérer mes biens immobiliers, il s'adresse aux propriétaires. Propriétaires, oui, c'est vrai. Donc, comme il s'adresse aux propriétaires, tu n'auras pas les locaux pour lesquels tu es exploitant. Ici, ce ne sont que les locaux pour lesquels tu es exploitant, sauf erreur. Évidemment, je n'ai pas encore été encore à ce niveau-là, ça viendra un petit peu là, mais on est censé ici récupérer que des locaux pour lesquels je suis exploitant occupant et donc je ne devrais rien avoir en tant que propriétaire. Alors que gérer mes biens immobiliers, si la même société ici, qui est société déclaration des loyers 1, va sur impôt.gouv dans son espace, qu'elle va chercher son fichier des gérer mes biens immobiliers, elle aura un fichier qui aura la même structure, tu as parfaitement raison. Par contre, la donnée qui sera présente, ce seront les locaux pour lesquels la société de déclaration des loyers 1 sera propriétaire uniquement. Donc, ça vient compléter, et c'est là où, dans OptiTax, au travers de la taxe foncière et de la déclaration des loyers, on a une vision globale des locaux occupés ou en possession par la société. On réconcilie les deux. D'accord. Merci. Donc, j'ai parlé de l'occupation, le SIRET. Donc, alors, effectivement, on va chercher, on redescend les informations sur la consistance, le P1, P2, P3, la catégorie. C'est hyper important parce que justement, ça permet à un occupant, comme il est occupant, il n'a pas le droit de regard. Enfin, jusqu'à présent, il n'avait pas le droit. Aujourd'hui, il peut, mais ça demande d'écrire à l'administration locale en leur disant « je veux avoir le relevé, la fiche de propriété, je veux avoir des éléments qui lui sont plus ou moins fournis ». Là, l'administration lui donne au travers de cette déclaration. Donc, ça lui permet de voir
que le local, ici, il a 35 mètres carrés en P1, eh bien, en tant qu'occupant, je peux vérifier, je peux aller contrôler que mon local, effectivement, il fait bien 35 mètres. Est-ce que ces 35 mètres carrés, ils sont réellement tout en P1? Est-ce qu'il n'y a pas une autre ventilation? Est-ce que pour mon exploitation, mon exploitation de ce local, est-ce que finalement j'ai tout laissé en P1? Donc, partie principale du bureau. Donc, si c'est tout du bureau, pas de problème. Mais si au final, j'ai mis dans des bureaux, même dans les bureaux, admettons, j'ai mis, enfin, tout n'est pas réservé et que j'ai peut-être des salles, je ne sais pas moi, de maintenance, des tunnels, des réserves, des choses comme ça, bah, potentiellement, sur ces 35 mètres carrés, j'en ai peut-être un pourcentage qui va aller en P2, donc les parties couvertes mais secondaires, peut-être moins dans les bureaux, hein, mais on ne sait jamais, suivant les caractéristiques. Peut-être qu'il y en a aussi un peu en P3. Donc là, ça permet malgré tout à l'utilisateur de récupérer cette information, non pas au titre vraiment de la déclaration des loyers, parce que ça ne lui sert à rien, il n'y a pas d'impôt là-dessus, il n'y a rien. Par contre, ça lui permet d'exploiter ces données au regard de la taxe foncière et de voir si il paye le juste impôt et s'il n'y a pas une discussion à mener avec son propriétaire en lui disant non, non, je ne suis pas d'accord. Déjà, ce n'est pas du BUR 1, c'est plutôt du MAG. Et ce n'est pas 35 mètres carrés en P1, c'est 25 mètres ici, et puis 7 ici, et 3 là. Voilà. Donc, ça donne de l'information à analyser. Ensuite, donc, j'ai le mode d'occupation à indiquer. Le mode d'occupation, il en existe un certain nombre. Donc, INC, LNO, LOC, OTG, POC, MLO, DIF. On les a écrits au-dessus, évidemment. Donc, INC, c'est inconnu. Alors, dans les erreurs qui arrivent fréquemment dans le fichier des locaux, il y a le local inconnu, c'est-à-dire l'administration envoie dans la réponse, dans le fichier qui contient les locaux, des locaux, des invariants qui ne parlent absolument pas à l'occupant. Non, voilà, cette adresse, cette commune, je ne suis pas du tout sur cette commune, je ne vois pas ce que c'est. Ça arrive parce que la base de données de l'administration, elle est mise à jour à l'aide des déclarations de taxes foncières. Dans la taxe foncière, la 6660 en l'occurrence, REV, on doit mettre l'occupant. Donc, si le propriétaire ne fait pas bien la déclaration, la base de données de l'administration n'est pas mise à jour. Et donc, si un propriétaire a oublié de dire qu'il il ne louait plus à Bernard Guilloux, eh bien, je vais retrouver dans ma liste des locaux un local avec une adresse d'un ancien établissement que j'exploitais, mais que j'exploite plus. Donc, dans ce cas-là, je mets local inconnu parce que à la date, au 1er janvier, ce local n'étant plus exploité par moi, il devient un local inconnu. Voilà. Donc, ça peut être aussi des erreurs. Hein. Un établissement que je n'ai jamais eu du tout, bah, ça devient un local inconnu. J'ai le LNO, local non connu mais occupé. Pardon, local connu mais non occupé. J'ai dit l'inverse, évidemment. Donc, le local, il est dans ma base de données à moi, en tant qu'occupant, mais je ne l'occupe pas. J'ai aucune activité, je n'ai rien dedans. Donc, je mets LNO. Alors, inconnu LNO, je n'ai pas besoin de mettre de loyer à côté, évidemment. Ensuite, j'ai le LOC, LOC qui signifie locataire. Et donc, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, j'ai l'obligation de mettre le montant du loyer. Donc là, si je mets inconnu, non applicable. Si je mets propriétaire occupant, pas besoin. Si je mets LNO, plus besoin. Il n'y a que si je mets DIF. Ah non, c'est pas DIF. Alors, c'est MLO. Voilà. MLO, où je peux mettre, je vais revenir sur les appellations, mais POC, LOC, location, locataire, c'est la seule fois où je suis obligé de mettre le montant du loyer. Voilà. OTG,
occupé à titre gratuit. Là, ça se passe de commentaires, c'est clair. Il n'y a pas de loyer. POC, propriétaire occupant. Propriétaire, donc on veut des loyers, on ne met pas de loyer. Local, alors MLO, local ne reflétant pas le marché locatif. Alors là, je sais que vous venez pour la plupart de l'habitation, des baux, des choses comme ça, donc vous savez mieux que moi que parfois, dans le bail, il est convenu de payer un loyer, non pas en fonction du marché locatif, mais en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Il y a des clauses particulières où on se détache du marché locatif. Et donc, pour le coup, comme l'administration souhaite revaloriser les tarifs de la taxe foncière en fonction du marché locatif, eh bien, tous ces baux, tous ces loyers qui sont payés en dehors du marché locatif ne doivent pas polluer la revalorisation, parce que ça peut avoir une influence. Alors, je ne sais pas quelle influence. Si tous les occupants de France professionnels envoient leur déclaration des loyers, ça doit représenter des milliers de lignes. Dans l'analyse, est-ce que c'est marginal ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, l'idée, c'est dès lors que le loyer est indexé sur autre chose que la loi du marché, à ce moment-là, je mets MLO et de manière facultative, je peux renseigner le montant du loyer. Mais c'est purement facultatif. Si je laisse 0, ma déclaration des loyers partira. Par contre, sur LOC, je ne peux absolument pas mettre 0. Si je mets 0, je ne pourrai jamais envoyer ma déclaration. Automatiquement, j'aurai un message d'erreur qui va dire loyer incomplète, il faut renseigner. Et enfin, la dernière catégorie qui s'appelle DIF. Là, c'est une catégorie aussi importante. Local, dont il est impossible de ventiler le loyer. Pourquoi? Parce que ce découpage par l'administration en locaux, il n'a pas été toujours réalisé en bonne logique. L'administration a décidé de faire un découpage, de créer des locaux en fonction des éléments qu'elle possédait à un instant T, sans savoir toujours, vu la volumétrie, sans avoir une vision précise de chacun des locaux. Et donc, si j'ai un immeuble de 5 étages et que le propriétaire a dit à un instant T, je le loue, il est à moi, mais je le loue, et je le loue à Bernard Guillou, l'entreprise, l'administration a créé un invariant, un local pour la totalité de l'immeuble. Une activité, un occupant, un invariant. Mais que derrière, j'arrête et que je le loue à 5 personnes, 5 étages, 5 occupants différents, j'ai un seul invariant, un seul métrage, une seule catégorie, et par contre, j'ai 5 occupants. Donc, je vais recevoir plusieurs loyers ou pas. Des fois, je peux avoir un seul loyer parce que c'est convenu comme ça. Voilà. Et donc, ça commence à être difficile, en fait, de pouvoir définir le loyer de cet invariant. Et donc, dans les cas un petit peu complexes, où il y a plusieurs étages qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on a une surface globale, mais les étages sont différents, où on ne peut pas dire j'ai un loyer, 4 invariants, je divise par 4, ou 4 occupants, je divise par 4, tous les cas un petit peu complexes dont on n'a pas la facilité, on n'a pas la possibilité de dire un local, un invariant, un loyer, eh bien, on met DIF. Donc le DIF est évidemment autorisé, utilisé et parfois abusé par certains de nos clients parce qu'ils n'ont pas envie effectivement de se prendre la tête. Donc il est fréquent de voir des déclarations des loyers avec beaucoup de DIF. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des locaux
pour lequel je suis propriétaire et il ne devrait pas être dedans, donc on peut mettre POC. Et ce n'est pas parce que je mets POC cette année que l'année prochaine, l'administration va virer l'invariant. Hein, on pensait au tout début que le fait de mettre POC, l'invariant dégagerait et que l'année d'après, ce serait plus facile, il y aurait moins d'invariants à traiter. Eh bien non, les erreurs se perpétuent. Autre type d'erreur, il peut y avoir des locaux manquants. Je sais très bien, parce que j'ai une vision très précise de mon parc immobilier, je vois qu'il me manque des locaux sur des communes. Voilà, typiquement, je suis installé à côté de Nantes, sur une autre commune. Je n'ai que Nantes, il manque une commune. Ce n'est pas normal. Je suis uniquement occupant. Eh bien, je ne peux absolument pas ajouter de lignes, supprimer de lignes. Je ne peux absolument pas compléter le fichier retour de l'administration. S'il y a des erreurs, eh bien, ce n'est pas grave. On remplit uniquement ce que l'administration vous demande. Je sais que ce sont des questions qui sont posées. Comment ça se fait? Il manque. Est-ce que je vais être pénalisé? Est-ce que je vais avoir un problème? Non. L'administration vous envoie 6 lignes. Il en manque 24. C'est pas grave. On répond aux 6 points. Le responsable de l'anomalie, c'est le propriétaire. La 6673, dans laquelle le propriétaire n'a pas mentionné l'occupant ou n'a pas fait le nécessaire en disant qu'il n'y avait plus cet occupant. Voilà. Donc, on ne peut pas supprimer des lignes, on ne peut pas en ajouter. D'ailleurs, il n'y a pas de fonctionnalité dans OptiTax aujourd'hui. Et maintenant que c'est complètement en service, en web service, on ne peut plus. À l'époque, on transitait par un fichier CSV. Les clients étaient potentiellement tentés d'ouvrir le fichier CSV en amont et de renseigner des choses. Bon. Dans le cadre de la déclaration des loyers, pour aider nos clients à remplir, on a ajouté 2 colonnes. Ce sont les déclarations N-1. Je suis en 2023, on affiche 2022. Ça permet à l'utilisateur de dire, tiens, nouvelle campagne, qu'est-ce que j'ai mis l'année dernière? Ça n'a pas changé. L'année dernière, j'avais mis LOC, donc là, je mets LOC. Voilà. J'avais déclaré 700 l'année dernière, le loyer cette année, tiens, il a augmenté ou pas. Voilà. Donc, on a le N-1 qui est affiché pour aider l'utilisateur à remplir la déclaration de l'année en cours. On a la fonction la loupe qui permet d'afficher les informations relatives à l'invariant. Donc, évidemment, il y a plein de choses qui sont grisées. Ce sont les champs pour lesquels on ne peut absolument pas intervenir. On retrouve le mode d'occupation, on retrouve le montant du loyer. Il est possible de mettre une fin d'occupation. Il est possible de rectifier des éléments, le numéro de l'adresse, le BQT, la voie. Il est possible de rectifier un certain nombre de champs, mais c'est des rectificatifs, ça existe dans la déclaration des loyers. On retrouve les informations cadastrales et la consistance. On peut mettre un commentaire. On a des éléments qui précisent pour savoir quand il s'agit d'un invariant de type parking, si c'est un parking ou non, donc c'est coché ou pas. Et on a un complément pour dire si c'est un parking, est-ce qu'il est en sous-sol ou non. Quand on a rempli une ligne et qu'on souhaite ne plus y revenir parce qu'on veut la valider, on peut verrouiller. Voilà, ça bloque, je ne peux plus modifier. J'ai fini, je suis sûr de ça, je verrouille. Ok, commentaire. Et sur cette partie-là, je crois que j'ai tout vu. Ouais. Donc là, on est dans la déclaration des loyers. Donc ça, c'est l'obligation déclarative où je dois transmettre à l'administration, donc pour chacun des locaux, un mode d'occupation et potentiellement le montant du loyer obligatoire sur LOC et facultatif sur le MLO. Maintenant, il y a
un autre pavé dans ce tableau qui s'appelle liaison. Le liaison, il n'est absolument pas obligatoire dans la déclaration des loyers telle que l'administration l'imagine. Mais comme on est une base de données avec un parc immobilier qui a été créé, avec une volonté de faire de l'analyse sur l'imposition, on propose à nos utilisateurs de rattacher chaque invariant. Ici, on a un invariant. De le rattacher, là, on l'a rattaché à l'établissement ETCFE1 de la société propriétaire SARL 151. Alors, évidemment, ici, cet écran, ce n'est pas un écran de matchage, c'est juste un écran pour visualiser si oui ou non on a matché. Donc là, en l'occurrence, le premier matché. Mais il existe un écran de matchage. Je voulais juste parler parce que les colonnes étaient visibles. On va terminer la déclaration des loyers et après, je montrerai, puisque le matchage peut être fait aussi bien avant, pendant qu'après. Il n'y a pas vraiment de période pour le faire. Tant que je ne suis pas arrivé à 100% ici, donc là, j'ai un compteur. Je vais retourner dedans. Je vais 0. Je reviens en arrière. Voilà. Ici, j'ai un compteur pourcentage de complétude. Tant que je ne suis pas à 100%, mon icône de télétransmission de ma déclaration des loyers, il n'est pas disponible. La pile ici, tant qu'elle n'est pas verte, donc 100%, ce n'est pas possible. Si je clique dessus, j'ai un récap qui me dit, alors là, quand on en a 6, bon, c'est pas très parlant, mais quand on a une forte volumétrie de locaux, on a la ventilation. Donc, j'ai 16% et demi de LNO, 16% et demi de LOC, 33% de POC et 16 de MLO. Bon, ça, c'est un indicateur parce que d'une année sur l'autre, en se déplaçant dans les années, on peut voir si ça fluctue ou pas. Si ça fluctue ou pas. Bon, c'est surtout une indication. C'était des éléments. Quand on a 6 locaux, on peut avoir le temps de faire une bonne analyse, de regarder quel est le mode d'occupation, etc. Quand on est des clients très forte volumétrie ou avec 2000, on n'a pas forcément le temps d'aller sur chacun des invariants. Donc, on remplit souvent à la louche le mode d'occupation. Et pour le coup, le fait d'avoir la ventilation permet de voir si on est cohérent par rapport à l'année précédente. Voilà. Je vais retourner dans mes locaux. Je vais remettre à 100%. Donc, dès lors que je vais remettre inconnu, je vais repasser à 100%. 100%, donc de nouveau, je vais avoir mon icône disponible. Je vais pouvoir cliquer dessus pour télétransmettre ma déclaration des loyers à l'administration. Donc, c'est du web service. Je clique sur l'icône. L'icône va savoir que c'est Bernard Guillou via son compte CGDlife qui est connecté à OptiTax. Donc, il va se connecter machine to machine en arrière-plan au portail Etafi en tant que Bernard Guillou. Il va s'assurer que j'ai les droits sur la société décloyée 1. Et si c'est le cas, il va donc pousser ma déclaration sur Etafi qui lui-même va pousser à l'administration. Là, on n'attend plus rien de l'administration, juste une acceptation ou non de la déclaration. Donc ça, c'est à faire au plus tard le 18 mai. Et une fois que c'est fait, j'ai la date à laquelle ça a été déclaré, etc. Une fois que c'est fait, j'actualise mes flux. Et là encore, je vais avoir des retours via les flux EDI. Et surtout, ma déclaration va passer dans le dernier onglet, déclaration terminée. Et quand elle est terminée, c'est que j'ai bien une réponse positive avec un récapitulatif donc, des différentes étapes, avec des dates, etc. pour savoir où j'en suis de mes déclarations et à quel moment j'ai fait telle étape. Et la déclaration des loyers en tant que telle est terminée.
Maintenant, pour la déclaration des loyers, quand on a 6 invariants, on peut le faire à la main. Si par contre, on a une forte volumétrie, comme ici, on a 2000 locaux, on ne va peut-être pas faire défiler le tableau sur les 2000 locaux. Donc, dans ce cas-là, j'ai une fonction importation qui permet d'importer le montant du loyer et le mode d'occupation. J'ai une matrice fichier de l'administration, donc c'est celui qui est tout complet, voilà. Donc d'ailleurs celui-là, on va pouvoir l'enlever parce qu'on ne l'a plus vraiment. On a l'importation par offre, si on veut faire un travail par offre. On a une importation via la gestion des baux, puisque dans OptiTax, il y avait un outil, enfin il y a un outil qui s'appelle la gestion des baux. Cet outil n'est plus vendu par Cégide parce qu'il ne fait pas partie de la BU taxe finance, c'est du légal, donc c'est une autre BU qui devrait s'en occuper, et comme on n'est pas BU transverse, on nous a demandé de ne pas le commercialiser et de le maintenir uniquement, pas de nouveauté, juste corriger les bugs. Mais il est possible effectivement d'aller chercher les loyers de ce module dans OptiTax, module qui se trouve dans tous les modules, pour ceux qui l'utilisent évidemment, puisque il faut encore qu'il soit activé et utilisé. Et pour certains clients de type Orange, on a des procédures personnalisées voilà, qui existent et qu'il est possible d'utiliser. Donc ça, c'est pour importer les montants des loyers et les modes d'occupation pour faire gagner du temps. Ensuite, on a le fameux relation entre les locaux et le parc immobilier. Donc, dans ce cas-là, on a le mode semi-automatique ou le mode manuel. Alors, ça, c'est des grands classiques dans OptiTax. Ceux qui ont un peu navigué, vous verrez qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a une fonction relation ou matchage, on propose du semi-automatique en premier et ensuite du manuel si jamais le semi-automatique ne répond pas à la totalité des cas. Le semi-automatique, il se présente de cette manière-là. Nous avons d'un côté les locaux fournis dans le fichier par l'administration et de l'autre côté, on a les établissements du parc immobilier. On a des filtres. Est-ce que je cherche par commune? Est-ce que je cherche par code postal? Est-ce que je cherche par ROF CFE? Est-ce que je cherche par adresse complète? Ça change les résultats. Là, j'ai des choses qui sont déjà liées, j'ai des choses qui ne sont pas liées, j'ai des choses qui sont proposées. Donc, il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Donc, pour affiner mes recherches, je peux utiliser des filtres. Je peux affiner ma recherche par ROF ou par local. Je suis passé en mode manuel, mais ce n'est pas ce que je voulais. Voilà, donc ici, j'ai mes invariants. Les invariants, j'ai deux possibilités. Soit il est lié, oui. Donc ce travail-là, là, dans cette base-là, on a fait des liaisons avec les établissements. Donc il n'y a pas d'éléments potentiels, puisqu'ils sont liés directement. Et je peux prendre les noms. Et là, j'ai des propositions potentielles qui sont faites, qui me sont proposées. Donc, dans ce cas-là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'ai aucune occurrence, auquel cas, sur mon filtre ville, je n'ai pas trouvé dans la société. Ah non, ça c'est la société, ça peut être une société, oui, dans la société propriétaire ou exploitante. Je n'ai pas trouvé d'adresse d'établissement qui correspond à cet invariant-là. Donc, je pense effectivement que la société est prise en compte parce que là, c'est le même invariant, mais c'est une autre société et là, il me trouve une occurrence. Donc, la société est prise en compte.
Des fois, il me trouve une occurrence. Donc là, il me dit le 3115 rue du local alphanumérique à Nantes-Chantier. Eh bien, j'ai effectivement pour cette société-là la même chose. Donc, je peux effectuer la relation. Donc, je permets avec le petit maillon plus ici, je vais pouvoir effectuer la liaison. La liaison est faite, l'établissement a disparu parce que moi j'ai mis, je voulais que les noms. La liaison est faite et je peux avoir également un autre cas de figure. Est-ce que j'ai plusieurs occurrences? Non, je ne l'ai pas. OK, je peux avoir un cas de figure où je vais avoir plusieurs occurrences. Je vais avoir plusieurs occurrences pour un invariant. Dans mon parc immobilier, j'ai plusieurs fois l'adresse où il y a un doute. Donc, à ce moment-là, ici, il met plusieurs occurrences et on peut cliquer sur plusieurs occurrences pour afficher au travers d'une pop-up, une fenêtre pop-up, on affiche les adresses avec des compléments d'information qui permettent ou pas donc de sélectionner la bonne adresse. Par contre, là où j'ai déjà des adresses, j'ai cette icône, le maillon cette fois qui est barré, qui permet de couper la liaison si on s'est trompé pour revenir en arrière et voilà. Ah ben voilà, super, très bien. Donc là, j'ai 8 occurrences pour cette adresse-là. Donc l'outil n'a pas trouvé, avec mon filtre ville, pour cet invariant, il ne m'a pas trouvé une liaison unique. Donc il me propose de passer en mode manuel. Et en mode manuel, il va m'afficher normalement. Il ne me les a pas affichés. Il aurait dû m'afficher adresse. Il m'a mis la ville en fait dans l'adresse. Ok, bah pourquoi pas. Si j'enlève. Voilà. Donc en mode manuel, c'est une vision un petit peu plus invariant par invariant. J'ai un invariant particulier. J'ai sur Nantes Chantier un certain nombre d'adresses qui apparaissent dans mon parc immobilier. Donc j'ai une vision et je me focus uniquement sur Nantes Chantier et je vais pouvoir dire celui-là, je vais l'associer à un de ceux-là et je choisis lequel, celui qui m'intéresse. Je dis celui-là, je fais la liaison et voilà, il est lié, c'est fini, je peux revenir sur mon mode automatique. Ce travail de liaison, je répète, n'est pas obligatoire dans le cadre de la déclaration des loyers. Par contre, il a l'avantage de permettre au travers de cette liaison, de remonter les informations à caractère taxe foncière, cadastrale, foncier, etc. Et donc, un client qui serait que locataire, malgré tout, d'avoir les éléments nécessaires pour contrôler sa taxe foncière. À partir du moment où il a la catégorie et qu'il a la consistance, il lui manque évidemment d'autres éléments, mais il peut les trouver, il n'est pas obligé de demander au propriétaire. Les informations cadastrales, il peut les trouver sur le cadastre. Il peut vérifier déjà ces éléments, si ça correspond bien à son activité, à son établissement, et remettre en cause potentiellement la taxe foncière et donc la CFE. Et c'est pour ça que c'est important de faire ces liens. Et dans la taxe foncière, on affiche, et dans le parc immobilier aussi, on affiche, parc immobilier, on affiche pour un établissement les locaux. Ah ben il n'y en a pas sur celui-là, j'ai pas pris le bon, j'ai pas de chance. Mais bon, bref. Voilà, j'affiche des locaux. Et donc, j'ai les locaux qui proviennent de la déclaration des loyers. Et j'ai mes locaux de la taxe foncière. Donc, je peux être propriétaire d'une partie de mon parc et donc être redevable de la taxe foncière. Et je peux être occupant. Mais c'est pas parce que je suis occupant que je ne peux pas
passer ces établissements-là en taxe foncière, en créer une société propriétaire, un vrai propriétaire. Je la crée dans mon parc immobilier en disant l'établissement, celui-ci là, l'établissement qui possède cet invariant, je crée la société qui est propriétaire, je la mets dans mon parc immobilier en tant que tiers et pas en tant que propriétaire de mon groupe. Je crée l'établissement que je verrai, il existe d'ailleurs peut-être puisque je l'exploite, donc je dois le trouver en CFE. S'il existe déjà, je lui indique que ma société propriétaire, je lui indique la société propriétaire et je le verrai dans la société propriétaire et je le verrai dans ma société exploitante en CFE. Et du coup, je peux récupérer ces informations-là en le liant à l'invariant. Et donc, ça me permet potentiellement, avec d'autres éléments, d'aller vérifier le montant de ma taxe foncière et potentiellement, du coup, le montant de ma CFE. Quand on est dans la déclaration des loyers matchage, on a une petite fonction dans le semi-automatique qui permet, lorsque l'on a des cas assez simples de relation de 1 pour 1, je vais prendre mes non liés. Donc ici, j'ai un certain nombre de non liés avec une occurrence unique à chaque fois. Plutôt que de demander au client de cliquer sur le maillon, et j'ai une fonction ici lier automatiquement tous les résultats uniques. On clique dessus et tous les locaux pour lesquels il y aura une seule occurrence, ils seront liés automatiquement. Voilà, c'est pour gagner du temps. Tous les ans, j'ai des clients qui me disent j'ai des invariants qui sont des invariants inconnus. Je ne peux pas les voir dans mon parc immobilier. J'en ai marre de les voir ici dans les non liés parce que finalement, ils me pourrissent mon affichage. Je peux les cocher ici dans les non traités. Et en fait, ça veut dire que c'est un reliquat d'invariant que je ne trouverai jamais. Donc, je les coche. Et quand je ne veux pas avoir les non traités, du coup, c'est un autre filtre qui doit me permettre de virer. Voilà, ceux-là, je ne les trouverai jamais. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'occurrence. Je veux les non traités, CTRL F5. Ils disparaissent de l'écran. Voilà. Et donc, du coup, ça me permet de me focus uniquement. On comprend que celui-là, là, j'ai passé 30 minutes à savoir s'il existait dans mon parc immobilier et où il était et d'où il venait. Je me rends compte qu'il n'existe pas. Si je l'affiche tout le temps dans mes non liés, il sera toujours là et je n'ai pas l'impression d'avancer, je le trouverai toujours. Le fait de le cocher là, il disparaît de mes non liés et je peux me focus que sur les tables suivantes, etc. Donc, c'est un filtre en plus qui permet de virer. Le matchage manuel, je peux le voir également avec tout, si je le souhaite. Et donc là, je peux, avec les filtres et les tris, sélectionner un seul invariant et aller chercher ce qui peut correspondre. Donc, c'est un petit peu plus long, mais c'est un peu plus fin. Donc, c'est une autre façon de travailler. En termes d'options et paramétrage, on a une seule option qui est effectuer la déclaration en mode test. Toute procédure EDI peut être réalisée en mode test. Le mode test permet simplement d'envoyer une déclaration à l'administration, mais comme elle est en mode test, l'administration va la recevoir, va vérifier l'intégrité des données et du process, mais ne tiendra pas compte de la déclaration. On lui a envoyé, mais si on ne lui envoie pas une déclaration derrière sans le mot de test, elle ne sera pas considérée comme une vraie déclaration officielle. C'est un mot de test, donc elle n'ira pas jusqu'au bout du process. Voilà. Donc il faut penser, normalement, ce n'est pas coché, et on l'a caché un peu loin, justement, pour éviter sur la déclaration des loyers, personne ne fait de mot de test. Traitement et procédure, c'est un onglet qui est utilisé aujourd'hui exclusivement
par Orange. Donc, je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail de cet onglet, puisqu'il n'y a qu'un seul client qui l'utilise et en principe, Fiscalise ne. Peut-être qu'un jour ça arrivera, que le support, que Orange passe par le support traditionnel et ne vienne plus me déranger. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Henri. Est-ce que tu veux que je détaille un petit peu ou finalement Non, non, dis simplement le modèle qui pourrait être systématisé demain chez nous, c'est que tout ce qui est un peu compliqué, on peut l'automatiser. Donc, montre que tu l'as fait pour Orange, mais qu'à un moment donné, comme tu vas prendre un peu du recul surtout, ça peut être mis dans Fiscalise. Voilà. Mais les règles de gestion, c'est des règles de gestion assez complexes si tu rentres dans le détail. Tout à fait. Là, en l'occurrence, il faudrait que je sois sur la base Orange. Je n'y suis pas, mais disons que compte tenu de la volumétrie d'Orange, tous les ans, ils ont un travail à réaliser sur les baux et des règles de gestion qui permettent de déterminer le mode d'occupation. Tu veux bien recouper ton micro, s'il te plaît, Henri? Ouais, pardon, excuse-moi. Et donc, on a mis dans OptiTax du spécifique. On a fait un développement, là, pour le coup, c'est du spécifique Orange. Donc, Cegid ne souhaite pas qu'on continue à faire du spécifique, mais ça peut être fait ailleurs que dans OptiTax, effectivement, des règles de gestion. Mais voilà. Donc, il existe un certain nombre de règles qui permettent, à partir d'un fichier du client, le fichier est intégré dans la base par le client lui-même, hein, il l'intègre et il exécute un certain nombre de règles de gestion qui permettent de remplir automatiquement le mode d'occupation et le montant du loyer parce qu'ils ont 20 000 locaux et que 20 000 locaux, c'est long et complexe à mettre en œuvre. Je pense avoir fait le tour de la déclaration des loyers. Donc, je vous donne la main maintenant. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Une fois, c'est vous qui avez la parole. Pour ma part, c'était très clair. Je n'ai pas de questions particulières. Moi, j'en ai une peut-être, Bernard, c'est concernant les formats que tu as dans CTU et que tu as dans OptiTax. Est-ce que on a pas mal de clients qui nous envoient des extractions qu'ils auraient fait sur CTU. Alors CTU pour les autres, c'est Cegid Tax Ultimate, c'est qui gère la liasse fiscale pour Cegid. Et voilà. Est-ce que toi, tu as comment tu fais quand tu passes de CTU à OptiTax et vice-versa au niveau des formats? Aujourd'hui, il n'y a rien. Et tu penses que toutes les données qui sont dans CTU, on les retrouve. Enfin, tu as déjà été confronté à ça. Est-ce qu'on a toutes les bonnes données pour pouvoir reconstituer le fichier de CTU de OptiTax? Alors, il faudra que tu sois un petit peu plus précis, mais là, en l'occurrence, il y avait un projet sur l'année dernière d'interopérabilité entre les solutions. Maintenant que le projet principal, c'est l'intelligence artificielle avec la mise en avant des produits core et l'abandon un peu progressif des produits value, l'interopérabilité n'est plus un sujet important. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc en fait, d'accord, ça c'est abandonné. C'est plus ou moins abandonné, en effet. Et alors, ce qui peut se passer, Henri, c'est que il y a des outils qui vont être en fin de vie chez Cegid.
Tu connais Etafistart? Ouais. Bah, visiblement, il y a un grand nombre de clients Cegid qui utilisent Etafistart uniquement pour faire la déclaration des loyers. Globalement, Cegid voudrait mettre l'outil en fin de vie. Et il y a une petite étude qui est réalisée actuellement pour voir si on récupérerait pas ces clients sur OptiTax. Donc il y aura peut-être on sera obligé de travailler sur un peu d'interopérabilité. Et dans la même logique, il y a une étude qui est menée actuellement pour voir dans quelle mesure les clients CTU qui utiliseraient la déclaration des loyers de CTU, il n'y aurait pas une proposition qui leur serait faite pour basculer aussi sur OptiTax. Donc la question reviendrait à l'ordre du jour à ce moment-là. Ouais, c'est une info que m'avait donnée également Sophie Dumas en novembre dernier, qu'il voulait travailler par ligne de service et par spécialisation et que c'était aussi un moyen pour nous de récupérer du taf. Exactement. Ouais. Donc ça avance petit à petit. Là aujourd'hui, ça avance. D'accord. Donc là aujourd'hui, si on récupère de CTU une demande d'extraction, et que le format est pas beau, faut qu'on se débrouille pour l'intégrer dans OptiTax. D'accord. Ok. Mais dans CTU, sur quoi, de quel sujet tu parles dans CTU? Eh ben non, dans CTU par exemple, je prends l'exemple de Totem. Ils nous ont envoyé une extraction de déployer via CTU. Ouais. Et maintenant, ils nous disent, faites-le dans OptiTax. Et en fait, le format n'est pas du tout le même. Donc, je me demande si je ne vais pas le redemander avec les droits sur Etafi. Parce qu'en fait, il n'y a que eux qui peuvent faire la demande sur Etafi, si j'ai bien compris. Même si on a une délégation, on ne peut plus appuyer sur le bouton. Bah, sauf s'ils te donnent, il y a Cegid Life, la possibilité de le faire. S'ils te donnent l'abonnement au service OptiTax, l'abonnement au service Etafi, bah, tu peux le faire. D'accord, ok. D'accord. Parce que là, aujourd'hui, de manière générale, ok, d'accord. Bah, je vais approfondir ça avec Totem vendredi. D'accord. Sauf si vous avez d'autres questions. Alors, après, je suis étonné sur CTU. Juste pour terminer avec la relation avec CTU, ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai fait une présentation à l'avant-vente de CTU, justement pour qu'elle donne son ressenti sur le projet. Et elle était plutôt très agréablement surprise par l'application OptiTax, la facilité, le détail des données, etc. Et j'ai cru comprendre que Cegid ne fournit pas le détail des informations du fichier de l'administration. Ouais. Donc oui, moi je pense que pour Totem, pour l'occurrence, il ne faut pas partir de CTU, qui est un fichier très léger et qui contient beaucoup moins de données, et dire au client, mais en fait, la déclaration des loyers, c'est mieux de la faire avec OptiTax. Donc on va recommencer, on va faire un truc, redemander les loyers, redemander les choses, et ça sera plus simple. Hein. Ouais, mais tu sais qu'ils n'ont pas l'abonnement. Hein. Donc là, en l'occurrence, peut-être que ça serait en avance de phase un client qu'on migrerait, mais aujourd'hui, ils font tout sur CTU, c'est l'enfer. Donc c'est pour ça que je te dis, dans ces cas-là, à titre dérogatoire, mets l'abonnement sur Totem, et comme ça, on peut faire la demande pour éviter de passer. Tu m'entends? Ouais, je comprends, mais il faut que tu… C'est difficile pour moi de faire ça. Je sais que c'est difficile, mais on peut mettre dans la boucle l'ingénieur commercial de Cegid
qui à un moment ou l'autre sera confronté dans 1, 2 ou 3 ans à retirer, l'abonnement depuis Orange et le mettre chez Totem. Voilà. Même si c'est difficile, je pense qu'au niveau de la difficulté du client sur lequel on se bat depuis 1 an et demi, je pense qu'une petite facilité là, que tu appuies sur le bouton en haut à droite, là, Henri, enfin, je te laisse réfléchir. Non, mais moi, c'est pas j'ai que je simplement réfléchis, une Henri. urgence dont je voulais te parler. Je comprends. J'ai C'est pas compris une question. qu'il y avait. C'est qu'on est fliqué, on est surveillé et ils sont à la recherche des moindres dépenses. Tu vois, Carrefour m'a demandé de lui envoyer des backups pour générer une nouvelle base de données. J'en ai parlé à Frédéric. Il m'a dit, ouh là là, attends, est-ce que Carrefour paye? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au final, ils sont pas là pour faciliter le client. Faut payer. Non, je suis d'accord. Mais là, à un moment ou l'autre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, face à des urgences opérationnelles, peut-être qu'on pourra prendre des dispositions moins rigoureuses. Mais c'est un faux problème et je t'en reparlerai plus tard. Je voulais simplement, puisque Frédéric est là. Oui. Frédéric, tu m'entends? Oui. Je voudrais profiter de la chance qu'on a d'avoir Bernard en face de nous. On parle de spécifique là. Et Bernard, je voulais t'en parler parce qu'il y a une petite urgence qui vient de m'arriver. J'ai eu alors Casino qui a créé un ticket il y a moins d'une demi-heure. Madame Rambourg. Et comme tu ne pourras pas répondre et que tu risques de créer un problème, Frédéric, il se passe que depuis ce matin, elle essaye de faire ce qu'on appelle TaxPrev, qui est un développement spécifique qu'on a commencé avec Bernard il y a peut-être 15 ou 20 ans, je crois, Ouais. et qui marchait. Et aujourd'hui, elle m'appelle avant midi, il faut qu'elle puisse extraire son TaxPrev. Et en fait, elle n'a pas le fichier est vide, alors qu'elle voit les données. Donc, est-ce que en toute urgence et à titre commercial, tu ne veux pas la rappeler, voir ce qui se passe? C'est pour pas que tu le traites, Frédéric, en fait. Autant tu peux le prendre en charge. Mais je n'appellerai pas Henri, parce que je ne peux pas faire le support en plus de ce que j'ai à faire. Oui, je sais. Mais là, aujourd'hui, nous, on va être obligé de créer un ticket. Ah oui, et elle a une urgence. Et en plus, avant midi, je pense que c'est mort. Hein. Je te le dis tout de suite. Il y a une mise en prod hier. Mais je sais, c'est pour ça. Et donc, s'il y a eu en un tout cas, effet. Ce qui est certain, oui. Bernard, on va créer le ticket, on va créer le problème avec Nayel et. C'est un vrai problème technique. Elle était jusqu'à maintenant ravie des évolutions, mais là, elle sent que aujourd'hui, elle ne peut pas répondre à une demande qui est historique. Et c'est vrai que ça met un peu de l'eau dans mon moulin en termes de collaboration, Bernard. C'est que cette année, nous, on va absorber plein de problèmes que tu as jusqu'à maintenant absorbés. Et c'est vrai qu'au coup par coup, peut-être qu'il faut trouver des solutions facilitantes. Voilà, donc et d'autant plus que c'est vrai que la nouvelle collaboratrice du support, il ne connaît pas grand-chose. Donc, peut-être que tu vas faire des formations pour elle, peut-être que tu vas faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas mal d'essayer de trouver des facilités qui nous permettent d'avancer, de donner satisfaction aux clients, parce que sinon, les clients, là, je viens de recevoir une résiliation de contrat comment elle s'appelle cette boîte? De Lyon de Basel, là. Ouais. Donc, et on ne peut pas être aussi rigoureux et rigide que le sont Cégide, alors qu'on se connaît tous, on est dans la même équipe et que, au bout du compte, ça sera que des trucs à la lisière. Toi, ce que je te demande, c'est éventuellement d'anticiper une cage à cosser dans des claviers, parce que de toute façon, on va devoir le faire. Et là, c'est de peut-être traiter un client que tu connais depuis 20 ans de manière un peu préférentielle. Et je sais que tu n'as pas le temps. Mais
ça aurait du bon qu'on se donne la peine d'avoir dans les réunions partenaires aussi ce type de partenariat qui permettent de favoriser voilà, la satisfaction client. Parce qu'en fait, on ne veut que ça, hein, la satisfaction client. Parfois, quand on est frustré par rapport à des problèmes techniques, organisationnels, putain, ça nous fout les boules, quoi. Et tous, et toi le premier, hein, tu l'as vécu pendant longtemps, quoi. Voilà, donc Oui, mais comment dire, chez Cégide, ils réfléchissent pas. je connais la. Mais Et donc, peut-être que demain, Bernard. Je ne peux pas lutter contre le. On me demande. Le tax prév, c'est une aberration pour Cégide. Que Casino n'est pas content, ils en ont rien à foutre. Voilà. Oui, mais toi, pour Orange, tu vois, quand je leur ai dit que j'avais des difficultés sur certains dossiers, à un moment donné, Sophie m'a dit clairement, elle m'a dit, s'il y a un problème avec Orange, eh ben, c'est pas grave, on préfère perdre Orange plutôt que d'avoir du spécifique et de faire des choses qui ne sont pas comme Cégide le souhaite. Cégide, on est les leaders, on impose à nos clients, et si nos clients ne sont pas contents, donc allez voir ailleurs, et il n'y a pas d'ailleurs. Oui, mais je sais. Mais je te dis simplement, c'est que toi, tu as un historique vis-à-vis de ce client, et je pense que tous, autant que nous sommes, on a la volonté de bien faire et de satisfaire un peu le client au bout du compte, même si elle était chiante pendant 20 ans, mais c'est aussi ce qui nous a fait manger pendant une vingtaine d'années quand même. Mais je suis d'accord, Henri, mais je suis bloqué. Je suis bloqué. Je ne peux pas faire de spécifique. Je ne peux pas faire des choses. Chaque demande que je vais faire. Non, mais là, c'est pas du spécifique, c'est une mise à jour qui ne marche pas. Oui, ben il y a des délais. Les délais, c'est on regarde et je ne peux pas faire comme OptiTax avant midi, faire une correction et qui passera. Et ça passe par l'analyse du bug, ça passe par le dev pour correction, ça passe par la qualité. Et après, ça va en production si ça a un caractère d'urgence et si on a l'accord du service SaaS. D'accord. Bon, en tout cas, Henri, non, mais j'ai travaillé avec toi pendant des années, on faisait ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis confronté à ça aussi aujourd'hui. Je comprends les clients pas contents qui ont perdu de la souplesse, mais c'est le process Cégide. Ouais, non, mais ça a du bon, hein. Ça a du bon, le process Cégide. C'est simplement, je me dis moi, j'ai adoré travailler avec un process Cégide parce que j'aime bien le côté rigoureux, mais parfois, il y a des procédures d'urgence que je pense qu'il faudrait mettre en place dans notre partenariat, puisque demain, on a une réunion partenaire. Ça serait pas mal. Vois ça avec Sophie. Ouais, mais c'est toi une réunion partenaire. Ça dépend pas de moi, ça. Hein. Ouais, d'accord. Ben, tu as peut-être raison. Je vais lui en parler, mais en te mettant en copie alors. Ouais. Très bien. Très bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis de bonne volonté, sauf que ça dépend plus de moi. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Bon, en tout cas, la formation était top et je te remercie. J'ai pas pensé à couper. Thibaut, toi, tu n'as pas de questions? Tu n'as pas de questions, toi, Thibaut, de ton côté, tout est bon? Thibaut? Il s'est endormi. Je trouvais plus comment dire, la bonne fenêtre. Non, je n'ai pas de questions. C'était très complet. Mais